Le récit commence avec le héros Hyuga et son équipe de confiance devant les portes du château du Seigneur des Démons. Juste avant que la bataille finale ne commence, ils se motivent mutuellement, prêts à affronter leur mission ultime. Les portes du château grincent lentement et plusieurs yeux sinistres les regardent depuis l'obscurité. Lorsque le groupe entre, ils sont immédiatement accueillis par le général arrogant Yuki du Seigneur des Démons, qui les provoque sans attendre, affirmant qu'ils sont trop faibles pour être une menace réelle. Sans hésitation, le magicien de l'équipe lance un sort incandescent droit sur lui, mais Yuki l'efface facilement. Le combattant à l'épée charge ensuite, cherchant un coup rapide, mais Yuki esquive aisément et lui envoie un coup de pied puissant dans le ventre, le faisant voler. Sans se décourager, la soutien magicienne Cecilia lance un sort de buff sur Hyuga et il immédiatement dévoile son ultime attaque Excalibur. Mais Yuki répond par un sort sombre sans fin et leurs pouvoirs explosent en une collision éblouissante. Malgré les efforts de Hyuga, Yuki les domine tous, les éliminant seul. Avec toute l'équipe au sol, Yuki gît par terre, vaincu, se demandant si c'est là où tout s'arrête. Il s'évanouit alors, seulement pour voir Yuki, étrangement, commencer à guérir tout le monde au sol, mais ses yeux tombent sur Cecilia et il s'immobilise. Elle est absolument sublime et il ne peut s'empêcher de la regarder. À ce moment précis, les subordonnés de Yuki arrivent et demandent s'ils devraient achever les héros. Intercepté en train de contempler le visage de Cecilia, Yuki rougit et ses subordonnés commencent à le taquiner. Irrité, il ordonne à ses subordonnés de laisser inconsciemment les héros près d'un village humain voisin, murmurant un adieu réservé à sa princesse tombée. Un mois plus tard, Yuki est appelé dans les chambres du Seigneur des Démons. Son adjoint principal, Zekiel, demande combien de fois ces héros ont déjà fait leur apparition, donc Yuki répond froidement qu'il s'agit maintenant de 13 fois. Zekiel ricane, appelant ses derniers perdants désespérés qui ne savent pas quand arrêter. Le Seigneur des Démons demande pourquoi Yuki n'a pas simplement éliminé ces derniers. Yuki hausse les épaules et dit que ces pitoyables aspirants ne valent même pas la peine d'être tués. En entendant cela, le Seigneur des Démons suggère de laisser Yuki et ses subordonnés régler le problème. Mais les yeux de Yuki tressaillent, car il sait que ses propres hommes ne survivraient pas contre l'équipe de Hyuga, et il ne veut pas que Cecilia soit blessée. Alors, avec une combinaison de fierté et de protection, il offre de les éliminer lui-même. Le Seigneur des Démons sourit silencieusement, donnant son feu vert à Yuki. Alors que Yuki sort de la salle du trône et retourne dans ses quartiers, une sensation lourde s'installe dans sa poitrine. Il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour le sort du héros. Profondément en lui, il comprend qu'il est le seul assez fort pour résister à eux, et si ce n'était pas le cas, ils auraient la puissance pour tuer le Seigneur des Démons eux-mêmes. Avec cette pensée en tête, il se trouve incertain de sa prochaine action, surtout avec le pouvoir croissant du Seigneur des Démons chaque jour. Le lendemain, les héros apparaissent à nouveau devant le château du Seigneur des Démons. Après que Yuki ait facilement repoussé leurs combattants et Hyuga, l'assaillant magicien Mekana monte pour riposter. Sa première salve de sort est bloquée sans effort. Mais juste après, elle lance un sort silencieux enchaîné, le prenant au dépourvu. Toujours, Yuki parvient à réagir à temps et la vitesse de sa défense laisse Mekana stupéfaite. De côté, Yuki remarque Cecilia en train de guérir ses camarades et le spectacle le fait rougir un moment. Il éclate de rire et commence à moquer les héros pour leurs tentatives inutiles de le faire tomber, mais Hyuga ne recule pas et décharge une puissante attaque Excalibur en dernier recours pour l'arrêter. Malheureusement, Yuki absorbe le coup sans broncher et leur dit clairement qu'il n'aurait jamais de chance contre lui. Malgré cela, Hyuga reste ferme, disant qu'il n'avait pas le choix d'avancer s'il voulait vaincre le Seigneur des Démons. Puis, sans prévenir, Yuki pointe droit sur Cecilia et dit qu'il les laisserait passer seulement si elle laissait derrière elle. Yuki immédiatement rejette l'idée, mais Mekana, essayant de rester pragmatique, considère l'offre. Elle argumente que Yuki a la force de les éliminer quand bon lui semble, donc elles devraient saisir l'opportunité et se concentrer sur leur véritable mission. Hyuga refuse toujours de laisser leur guérisseuse derrière, mais Cecilia parle pour elle-même et dit qu'elle est prête à rester. Avec des cœurs lourds, le groupe continue, jurant de revenir pour elle après avoir vaincu le Seigneur des Démons. Une fois qu'ils sont partis, Cecilia tourne vers Yuki et lui demande pourquoi il l'a obligée à rester. Supposant qu'il cherchait une bagarre, elle se prépare rapidement un sort, mais Yuki lève les mains et se soumet, demandant de discuter plus tôt. Elle questionne pourquoi il s'introduit comme un gentilhomme s'il compte la tuer quand même. Il répond simplement qu'il aurait déjà fait disparaître Cecilia si vraiment il voulait la tuer. Lentement baissant sa garde, elle prend une inspiration et demande ce qu'il veut vraiment. Yuki rassemble ce qu'il lui reste de courage et avoue qu'il est tombé amoureux dès qu'il l'a vue, admettant qu'il veut être avec elle. Cecilia est complètement surprise, mais après y réfléchir, elle rejette doucement mais fermement. La réjection frappe Yuki si fort que toute sa volonté de vivre s'évanouit. Cecilia suppose qu'il cherchait seulement à la tromper et prépare à frapper de nouveau. Mais quand Yuki ne tente même pas de se défendre, elle arrête son attaque à mi-chemin. Yuki encourage à continuer et à l'éliminer, disant qu'il n'a aucune envie de continuer à vivre.
Refusant de croire que quelqu'un pourrait abandonner aussi facilement, Cecilia le presse de dire la vérité. Il explique alors qu'il a passé toute sa vie enfermé dans le château du Seigneur des démons, autorisé à sortir seulement pour éliminer les villages humains, quelque chose qu'il n'a jamais voulu faire. Stupéfaite, Cecilia insiste que les démons sont naturellement mauvais. Yuki répond qu'alors qu'il a l'apparence d'un démon, il a qu'à été réincarné d'un autre monde. Encore confuse, Cecilia écoute alors qu'il explique qu'il est humain à l'intérieur, coincé dans un corps de démon. Compris que les personnes réincarnées possèdent généralement une immense puissance, elle questionne pourquoi il n'a pas déjà vaincu le Seigneur des démons. Yuki explique que tuer le Seigneur des démons le rendrait le prochain roi des démons, obligeant à commettre des actes horribles contre l'humanité. Et sentant complètement piégé, il croyait que son destin était de rôtir dans la détresse dans sa cellule pour l'éternité, mais cela a changé lorsqu'il a rencontré Cecilia, dont la présence lui a donné l'espoir que la vie avait encore du sens. Mais maintenant que même cette dernière espérance est disparue, Yuki pense qu'il n'a plus rien à vivre pour. À ce moment, Cecilia lui dit qu'il doit continuer à vivre et utiliser sa puissance pour protéger l'humanité au lieu de ça. Elle croit qu'il peut trouver un autre but dans la vie et offre de l'aider à s'échapper dans le monde extérieur. Plusieurs jours plus tard, le royaume de Clarienus célèbre grandement la victoire des héros sur le Seigneur des démons. Le roi d'Arthes se tient devant eux, louant leur bravoure pour sauver le monde d'un grand mal et annonçant qu'une fête de 3 jours sera organisée en leur honneur. Yuki, sachant que Cecilia vit maintenant là-bas, décide de se faire passer pour un simple humain. Avec une expression de douleur, il brise sa corne démoniaque et entre dans le royaume. En même temps, Mekana félicite Hyuga pour leur victoire, le remplissant de joie. Puis il se tourne vers Cecilia pour célébrer avec elle, conscient que leur succès était largement dû à ses efforts, ce qui fait que Mekana se sent exclu et ignoré. Pas longtemps après, Yuki entre dans la guilde des aventuriers de la ville. Le receveur paresseux Kramon soupire et Lazuli sort un formulaire d'enregistrement. Une fois Yuki signé, Kramen lui remet une carte de guilde fraîchement imprimée et explique les bases. Il commencera comme un aventurier de rang F, le plus bas des rangs, avec S étant le plus élevé. Il mentionne que Yuki peut gravir les rangs en terminant des missions, mais prévient qu'il faut généralement au moins 1 mois pour atteindre le rang E. Avant de le laisser partir, Kramon lui dit de ne pas perdre la carte et offre un encouragement mitigé. Après cela, Yuki prend une série de missions et réussit à gagner assez de pièces pour louer une chambre dans un auberge. Une semaine plus tard, il retourne à la guilde où le lieu est en effervescence avec des rumeurs sur un nouveau venu montant rapidement au rang. Tandis que cela se passe, Yuki se dirige vers le comptoir et demande à Kraman d'autres missions. Kraman, manifestement pas dans l'envie de faire des formulaires, lui dit de demander au charmant receveur à côté au lieu de lui. Mais Yuki refuse net, disant qu'il préfère parler à Kraman. En le repoussant, Kraman soudain fixe Yuki et lui demande qui il est vraiment. Il sait parfaitement bien que personne moyen ne passe du rang F au D en une semaine. Yuki feint de ne pas comprendre, mais Kraman soupire et dit qu'il ne peut pas l'accuser de rien tant qu'il n'a pas violé une règle. À ce moment-là, une fille en capuchon entre dans la guilde et demande à Kraman d'annuler toutes les missions en attente de Yuki. Yuki se tourne pour voir qui c'est et reconnaît immédiatement Cecilia. Kraman, pris au dépourvu, se demande ce que la héroïne prêtre fait dans la guilde, mais elle l'interrompt rapidement et invite Yuki à venir avec elle pour une conversation privée chez elle. Alors qu'il monte dans la carriole de Cecilia, Yuki ne peut s'empêcher de se demander pourquoi une fille l'a emmené chez elle. Quand ils arrivent à son domaine, l'un des gardes remarque Yuki sortant et devient immédiatement suspicieux. Il pointe une lance vers lui et demande ce qu'il fait avec Cecilia. Mais avant que cela ne s'aggrave, elle descend et dit au gardien que Yuki est un ami. Un autre gardien vient et tire le premier en arrière tandis que Cecilia, Yindao, Sitong, Jishu, Fan, Yishin, Yude, Zimu, Duanluo. Il pointe un javelot sur lui et lui demande ce qu'il fait avec Cecilia. Mais avant que rien ne s'aggrave, elle descend et dit au gardien que Yuki est son ami. Un autre gardien arrive et ramène le premier. Cecilia mène Yuki à l'intérieur pour qu'il s'assoie et buvant du thé. Une fois là, elle s'excuse pour ne pas l'avoir trouvé plus tôt, mais Yuki ne s'en inquiète pas. Il lui demande comment elle l'a localisé dans une ville aussi grande et elle lui dit que ce n'est pas difficile car il est devenu assez célèbre après avoir atteint le rang D dans quelques jours. Puis, sans prévenir, elle lui demande de quitter le guilde d'aventuriers, ce qui le déconcerte complètement. Elle explique qu'après que Hyuga a battu le Seigneur des démons, les autres nations ont commencé à mener des guerres de déplacement pour conquérir du pouvoir. Elle raconte aussi à Yuki qu'il est déjà sollicité par les leaders mondiaux, offert de l'argent, des femmes et plus de pouvoir qu'il n'aurait jamais pu souhaiter. Même si Yuki ne peut s'empêcher de ressentir un peu de jalousie envers le héros, il comprend qu'il n'est qu'une pièce dans le jeu des nations avides. Cecilia lui prévient qu'avec un tel pouvoir, il attirera la même attention, peut-être même pire. Et comme il est plus fort que le héros, elle est vraiment effrayée qu'on essaie d'utiliser sa force pour conquérir le monde. Yuki comprend ce qu'elle veut dire, mais il plaisante en disant que le pouvoir ne paie pas les loyers. Cecilia offre de l'engager elle-même, mais avoue ne pas pouvoir se permettre quelqu'un de son niveau. Elle lui supplie néanmoins, tandis que Yuki la soudainement invite à lever la tête.
Elle se montre avec une confiance surprenante, disant que même si la plus belle femme du monde s'est lancée vers lui, il la repousserait car son cœur appartient qu'à elle. Cecilia éclate de rire, tandis que Yuki se repent immédiatement de s'être trop emballé. Peu après, la mère de Cecilia entre dans la pièce. Cecilia s'excuse pour le comportement de son gardien et envoie sa femme de chambre, Sofia, pour régler la situation. Une fois Sofia partie, Cecilia mentionne en passant que sa fille reçoit beaucoup de propositions de mariage. Les yeux de Yuki s'arrondissent, surtout quand il découvre que même Yuga lui a avoué ses sentiments. Cecilia lui assure rapidement qu'elle a refusé catégoriquement le héros. Voyant Yuki devenir rouge, Cecilia l'embête un peu et demande directement s'il a des sentiments pour sa fille. Cecilia s'empresse de demander si Yuki est intéressé par un mariage avec elle. Yuki, complètement pris au dépourvu, se demande s'il ne s'agit pas d'une question à double tranchant. Cecilia insiste pour une réponse directe. Yuki secoue la tête, lui expliquant qu'il a déjà refusé Cecilia une fois. Il lui dit qu'il travaille en tant qu'aventurier pour un jour pouvoir lui proposer de manière appropriée. Cecilia hausse un sourcil, demandant s'il refuse vraiment une telle offre généreuse. Yuki reste résolu, disant qu'il respectera toujours les désirs de Cecilia. Elle finit par approuver et avoue que c'était un test pour voir s'il saliverait comme un misérable sans espoir. Et puisqu'il n'a pas fait, elle lui dit qu'il peut venir à leur maison à tout moment. Cecilia lui dit ensuite que sa mère pourrait bien l'aimer. Bien que l'idée le stresse un peu, Yuki est reconnaissant d'avoir eu cette chance. Yuki demande s'il peut commencer à l'appeler par son prénom. Elle y consent et l'appelle même par son nom. Yuki, émerveillé, crie de joie, se sentant un peu plus proche de l'attirer. Le lendemain, Yuki pile un cocatrice pour sa quête, glissant entre tous les faisceaux qu'il projette comme s'il s'entraînait. Plus il le déjoue, plus la créature s'agite, scrichant et sautant sur lui avec une fureur aveugle. Mais à l'instant où elle se rapproche trop, Yuki libère un sort de tonnerre si brutal qu'il éclaire la zone comme une tempête de foudre, cuirassant l'oiseau sur place. Il marche tranquillement vers elle, enlève ses plumes une par une et termine sa mission comme si de rien n'était. Cela dit, un Dullahan apparaît et quelques instants plus tard, une harpie plonge du ciel attaquant Yuki. Puis un second garçon entre en courant pour rejoindre le combat, obligeant Yuki à crier pour leur rappeler qu'il était leur chef. Lorsqu'ils reconnaissent enfin que l'enfant est en réalité Yuki en déguisement, le duc lui demande pourquoi il a disparu après la mort du seigneur des démons. Les autres sont confus, ce qui oblige Yuki à expliquer pourquoi il est parti si brusquement. Il commence par expliquer avec fierté qu'il a avoué à Cecilia et a été brutalement refusé. Puis il leur dit qu'il vit maintenant en tant qu'aventurier humain. Les trois démons sont surpris et Yuki leur dit qu'ils peuvent continuer à vivre comme ils le souhaitent. Ils continuent à chercher, mais Yuki ne peut pas se résoudre à les laisser partir. Il les a toujours trouvés trop curieux de la fille qui l'a incité à quitter sa vie précédente. Yuki insiste pour qu'ils restent, leur avertissant des malaises d'essayer de cacher leurs identités avec de bons déguisements, mais ils ne reculent pas. Finalement, Yuki cède et les laisse suivre. Il enlève progressivement leurs traits démoniaques, mais quand Cecilia apprend qu'il a même enlevé chaque plume à la pauvre harpie, elle lui reproche d'être un sans-pitié. Yuki admet qu'il s'est trompé et s'excuse, ce qui amuse les démons lorsqu'ils le voient se faire engueuler. Cecilia convie donc le groupe à entrer chez elle pour boire du thé. Elle est surprise de constater qu'ils se sont intégrés si bien avec leur apparence humaine. Le duc explique qu'il a rebranché sa tête à son armure. Pendant ce temps, la recherche du pixie en a Pins, la harpie a mis de côté ses traits les plus apparents pour s'intégrer à la société. Il lui dit aussi que Yuki était la véritable raison de leur groupe détendu et chaotique. À l'ancien palais du Seigneur des démons, Zaikil le harcèle constamment de travail, mais Yuki s'enferme toujours dans sa chambre et refuse catégoriquement, ce qui désole le Seigneur des démons. Un jour, le duc pense que ce serait judicieux de le punir, mais finit par se faire décapiter pour la peine. Depuis lors, il est fidèle à Yuki et Cecilia comprend enfin à quel point les démons le respectent. Juste à ce moment, Yuki remarque que les deux autres démons ont disparu. Savoir qu'ils ne peuvent pas risquer d'être vus, le groupe part immédiatement pour les chercher. Au passage par le parc, il trouve la harpie sagement couchée et dormant dans les genoux de Cecilia. Yuki s'excuse immédiatement pour tout le mal que son ami a pu causer, mais Cecilia lui dit de ne pas s'en faire avec un sourire. Elle explique qu'elle l'avait simplement observé en silence pendant qu'il jouait seul et qu'il s'était finalement endormi de fatigue. Yuki hoche la tête mais demande ensuite où est la joie, puisqu'elle devait être avec la harpie. Cecilia révèle alors que Sofia l'avait déjà trouvée et l'avait emmenée entraîner sa fonction de femme de chambre. Le groupe se précipite à l'intérieur et confronte Sofia, demandant pourquoi elle a enlevé leur amie innocente. Sofia, surprise de voir que Cecilia est avec Yuki, avoue que ce n'était qu'attendre une nouvelle femme de chambre aujourd'hui et qu'elle avait simplement supposé que Cecilia était celle-ci.
Yuki s'excuse pour la confusion et dit à Cecilia de se changer. Cecilia, cependant, refuse catégoriquement. Elle tourne la tête vers Sofia et demande si elle peut garder son emploi, déroutant tout le monde. Finalement, le groupe félicite Cecilia pour son nouveau travail. Ils se préparent à partir lorsqu'elle dit à Yuki qu'ils sont toujours les bienvenus chez eux. Ensuite, elle se glisse près de lui et murmure qu'elle a un jour de libre prochainement, suggérant qu'il devrait sortir avec elle. Yuki sourit comme un idiot, enragé que ses parents lui donnent enfin le feu vert pour une vraie sortie. Le matin suivant, il attend patiemment au lieu de rendez-vous. Bientôt, une calèche arrive et Cecilia en sort, habillée d'un déguisement charmant. Yuki reste bouche bée jusqu'à ce qu'elle nerveusement demande si quelque chose ne va pas. Il explique rapidement qu'elle a complètement déstabilisé son attention avec ses lunettes. Cecilia lui rappelle qu'elle doit rester cachée, après tout le monde dans la ville connaît son visage. Elle s'excuse de l'avoir impliquée dans tous ses problèmes, mais Yuki secoue la tête et promet qu'ils feront de ce jour le meilleur de tous. Les deux marchent ensuite dans les rues animées. Cecilia remarque une petite boulangerie confortable et note mentalement de revenir pour du thé. Elle s'arrête bientôt pour admirer des fleurs jolies au coin d'une étalage, bien que Yuki pense qu'aucune ne l'égale. Puis elle s'accroupit pour caresser un chat voisin et fait des bruits de miaulement délicats, ce qui oblige Yuki à détourner le regard avant de perdre la tête. Puis ils entrent dans une boutique où Yuki l'aide à choisir une robe rouge impressionnante. Après, Cecilia remercie Yuki d'avoir passé la journée avec elle, disant qu'elle se sent enfin rafraîchie après sa routine épuisante. Yuki, surpris, est vraiment heureux que sa présence l'aide à se déstresser. Yuki veut rendre la sortie plus mémorable, alors il l'emmène dans un petit magasin d'accessoires pour acheter un petit cadeau. Yuga, quant à lui, se promène dans la ville avec Mikana, tous deux en déguisement. Yuki voit Cecilia et Yuga l'appellent tout de suite, mais Mikana le force à se taire, essayant de maintenir leur couverture. Yuga avance néanmoins vers Cecilia, la questionnant simplement de ce qu'elle fait ici. Il dit qu'il est simplement en train d'explorer la ville avec Mikana et l'invite à les suivre sans prendre en compte Yuki. Cecilia lui dit qu'elle passe du temps avec Yuki et Yuga, malgré son hésitation, accepte de le laisser venir. Sans attendre, Yuga prend Cecilia et la traîne vers le magasin d'accessoires, laissant Mikana frustrée de voir que son premier vrai rendez-vous est interrompu. Elle se tourne vers Yuki et lui demande directement si elle sort également avec Cecilia. Quand Yuki hoche la tête, Mikana l'ordonne de séduire Cecilia, espérant que cela fera enfin revenir l'attention de Yuki sur elle. Yuki, tout en essayant de ne pas chauffer, pense que Mikana est soutenante. Elle le sort de ses pensées en lui disant de manière directe qu'il est un pitoyable monstre. Elle fonce dans le magasin, laissant Yuki se demander si Yuga drague encore Cecilia, même après qu'elle ait refusé sa demande en mariage. Frustré et jaloux, Yuki entre, bien décidé à protéger la fille qu'il aime. Une fois à l'intérieur, il demande gentiment à Cecilia si elle aimerait un cadeau. Elle hésite, ne voulant pas le déranger. Mais Yuki insiste, il veut que cette journée soit spéciale pour elle. C'est alors que Yuga remarque Yuki et débarque sans la moindre once de savoir-vivre. Pendant que Yuga part chercher un truc tape à l'œil, Yuki choisit discrètement un joli collier et l'offre à Cecilia. Elle est ravie par le pendentif, visiblement touchée, mais ce moment de bonheur est de courte durée. Yuga revient en force, exhibant l'article le plus cher du magasin, pensant la séduire, mais elle y jette à peine un œil. Puis, sans demander, il lui arrache son chapeau et tente de lui imposer l'accessoire, révélant complètement son identité. En un éclair, tout le magasin réalise qui elle est et une foule immense les submerge. Yuki est bousculé comme un vulgaire déchet, tandis que la foule se jette sur Cecilia et l'emporte hors du magasin. Se relevant péniblement, Yuki tente de les suivre, mais tombe sur un autre héros assailli par une horde de fans hystériques. Apercevant Levin, l'épéiste de l'équipe de Yuga, Yuki marque une pause, hésitant à intervenir. Réfléchissant vite, il pointe soudainement une direction au hasard et crie comme s'il venait de voir le héros tout près. Les filles, les yeux brillants d'étoiles, s'élancent aussitôt après la vision imaginaire, laissant Levin derrière elle. Une fois la voie libre, Yuki attrape Levin et le tire dans une ruelle isolée, car le chevalier n'a toujours pas dit un mot. Remarquant le silence, Yuki se demande si Levin n'a tout simplement pas envie de parler. Au moment où il s'apprête à partir, Levin l'interpelle enfin d'une voix hésitante, visiblement embarrassée. Entendant ce ton doux, Yuki commence à se demander si ce charmant chevalier est complexé par sa voix. Levin hoche la tête en silence et demande si sa voix semble peu virile. Mais Yuki ne rit pas, ne juge pas. Il lui dit franchement que tout le monde a quelque chose dont il n'est pas très fier. Pris au dépourvu par cette gentillesse, Levin le fixe du regard tandis que Yuki commence à scruter la rue à la recherche de Cecilia.
Touché par sa prévenance, Levin demande timidement si Yuki serait intéressé à devenir son ami. L'offre soudaine prend Yuki au dépourvu et juste au moment où Levin commence à douter, Yuki accepte avec un sourire avant de se retourner rapidement pour chercher son rendez-vous disparu. Après un moment de recherche, il commence à se demander si Cecilia va bien seule dans une si grande ville inconnue. De l'autre côté de la ville, Cecilia le cherche aussi quand elle tombe sur un petit garçon perdu. Elle soigne une coupure à son genou et lui demande où sont ses parents. Le garçon commence à pleurer, disant qu'il a perdu sa maman. Ses pleurs résonnent juste assez pour que Yuki les entende de près et il accourt, intervenant comme un héros en herbe. Cecilia cligne des yeux de surprise mais le réprimande aussitôt pour avoir fait des promesses qu'il ne peut tenir. Voir un homme adulte se faire sermonner fait rire le petit garçon aux dépens de Yuki. Haussant les épaules, Yuki fait équipe avec Cecilia pour aider à retrouver la mère du garçon. En marchant, il suggère gentiment à Cecilia de rentrer chez elle au cas où une autre foule causerait des problèmes. Mais elle secoue la tête et dit qu'elle ne reculera pas. Si quelque chose se reproduit, ils s'en occuperont ensemble. Yuki hoche la tête et continue d'avancer, mais se retourne quand Cecilia éternue soudainement, malgré la chaleur accablante. Pendant ce temps, Yuga erre toujours dans la ville à la recherche de Cecilia. Makana lui dit de laisser tomber et de rentrer, mais il la repousse et part en courant. Laissé seul, Makana serre les poings de frustration, se sentant ignoré lors de ce qui était censé être leur rendez-vous. Peu de temps après, Yuga aperçoit Cecilia debout avec Yuki. Il se retourne pour le dire à Mikana, mais réalise qu'elle a complètement disparu. Le lendemain matin, Yuki apprend que Cecilia s'est évanouie en rentrant chez elle. Cecilia explique calmement que sa fille a attrapé un vilain rhume et qu'elle était déjà épuisée. Et grâce à la petite manœuvre de Yuga, la foule l'a poussée à bout. Cecilia mentionne aussi que Yuki n'arrêtait pas de se mêler des affaires de sa fille, alors elle a envoyé Sofia s'en occuper. Yuki cligne des yeux sous le choc, se demandant comment Sofia a pu jeter le héros comme un vulgaire déchet. Mais Celia sourit et le félicite d'avoir si bien pris soin de Cecilia. Elle lui donne la permission de lui rendre visite à l'étage et Sofia l'escorte jusqu'à sa chambre. Quand Sofia frappe à la porte, Cecilia panique de l'intérieur, mortifiée à l'idée que Yuki voit sa chambre. Sofia la rassure calmement, mentionnant qu'elle a déjà caché l'ours en peluche, anéantissant ainsi le peu de crédibilité qu'il restait à Cecilia. Finalement, Yuki entre, visiblement gêné d'être dans la chambre d'une fille. Il s'assied à côté d'elle, alors qu'elle est allongée dans son lit, l'air fatiguée mais toujours souriante. Se sentant coupable, Yuki admet que c'est peut-être de sa faute si elle est tombée malade car il l'a traînée partout. Cecilia joue le jeu et dit qu'il devra se rattraper en organisant un rendez-vous encore meilleur la prochaine fois. S'illuminant, Yuki bondit sur ses pieds et commence à se vanter comme un héros un peu trop théâtral, prêt à l'emmener dans une grande aventure. Le voyant faire un numéro aussi ridicule, Cecilia éclate de rire. Ce qui bien sûr ne plaît pas du tout à Sofia, alors elle fait irruption, attrape Yuki sans hésitation et le jette hors de la pièce, criant qu'il ne fera qu'aggraver son état en la faisant rire si fort. Plus tard, alors que Yuki rentre chez lui en se frottant le dos, il aperçoit Levan se dirigeant vers le manoir de Cecilia. Curieux, Yuki l'arrête et lui demande ce qui se passe. Levin dit qu'il compte se déclarer à une fille et il avoue qu'elle l'a fait se sentir exister. Elle a complimenté sa voix douce au lieu de s'en moquer et il est attiré par elle depuis. Pourtant, il n'est pas sûr d'être assez bien. Yuki balaye ses doutes, lui disant qu'un grand et beau mec comme lui n'a rien à craindre. Se sentant ragaillardi, Levin le remercie et se dirige vers la maison de Cecilia. Alors que Yuki le regarde partir, il se demande nonchalamment qui est l'heureux élu avant que la réalisation ne le frappe de plein fouet. Cette fille gentille et encourageante dont Levin est amoureux, ça doit être Cecilia. Et juste comme ça, Yuki réalise qu'il a peut-être accidentellement encouragé son propre rival amoureux. Yuki n'arrête pas de se dire qu'il n'y a aucune chance que Cecilia tombe amoureuse d'une déclaration de dernière minute de Levin. Mais d'un autre côté, ils étaient dans la même équipe de héros, voyageant ensemble, sans arrêt, alors qui sait ce qui aurait pu se passer entre eux. Cette possibilité le frappe comme un coup de poing dans le ventre et il recommence à tout trop analyser, jusqu'à ce qu'il aperçoive Levin revenir péniblement du manoir, l'air d'avoir été percuté par un camion. Le pauvre croyait honnêtement que le pire serait un refus poli, mais il s'était clairement trompé. Maintenant, il veut juste disparaître sous une douche chaude et remettre en question toutes ses décisions. Voir Levin s'y anéantir rend Yuki curieux, alors il retourne au manoir et demande à Sofia si elle sait ce qui s'est réellement passé quand Levin est venu ouvrir son cœur à Cecilia. Mais à sa grande surprise, Sofia lui dit que Levin n'était pas venu pour Cecilia du tout, il était là pour voir Happiness. Cela déconcerte Yuki, car il ignorait totalement que Levin avait un faible pour elle. Sans perdre de temps, il part trouver Happiness et lui demande si elle a parlé avec un roux il y a un petit moment. Happiness hoche la tête, confirmant, et quand Yuki explique que Levin est son ami, elle semble sincèrement surprise. Yuki insiste un peu plus et demande s'il est vrai que Levin lui a avoué ses sentiments. Et si oui, qu'a-t-elle dit exactement pour le laisser si anéanti ?
Happiness hésite d'abord, mais admet ensuite que lorsque Levin l'a invitée, elle l'a éconduit sur le champ, lui disant sans détour que ça n'arriverait jamais. Un tel rejet anéantirait n'importe qui, alors Yuki comprend pourquoi Levin avait l'air d'un fantôme, mais si elle n'est pas intéressée, il n'y a vraiment rien à faire. Sauf qu'au moment où il s'apprête à passer à autre chose, elle ajoute qu'elle aime bien Levin. Et avant que Yuki ne puisse même comprendre, elle s'enfuit. Plus tard cette nuit-là, Yuki réunit son équipe pour une brève réunion afin de démêler toute la situation entre Levin et Happiness. Les deux autres ont l'air complètement perdus, alors il explique que Levin est l'épéiste du groupe du héros, mais dès que ce nom est prononcé, Duke s'emporte et exige de savoir pourquoi Yuki laisserait Happiness s'impliquer avec un humain. Yuki se défend rapidement, disant qu'il n'y est pour rien et qu'il ne sait même pas comment ils se sont rencontrés. Et ce n'est pas le sujet pour l'instant, il leur dit que Levin lui a avoué ses sentiments. Et Duke suppose immédiatement que ça a dû très mal se passer, surtout que la plupart des humains qui ont approché Happiness par le passé étaient soit après ses plumes, soit avaient des fétiches étranges pour les créatures à fourrure. Quoi qu'il en soit, pas un grand historique. Mais Sik n'est pas convaincue qu'elle déteste les humains. Après tout, elle a choisi de travailler ici comme femme de chambre parce qu'elle aimait sincèrement les gens du manoir. Donc si elle a accordé du temps à Levin, c'est probablement qu'elle a vu quelque chose de bon en lui. Le lendemain matin, Yuki se présente à la guilde comme d'habitude, mais quelque chose cloche. Cramon n'est pas là. L'une des autres réceptionnistes lui fait signe, le reconnaissant comme le gars qui discute toujours avec le vice-maître de guilde. Au début, Yuki est confus car il n'a jamais parlé au vice-maître de guilde, mais elle clarifie que ce Crayman paresseux et imperturbable est en fait le second aux commandes ici. Ça le frappe de plein fouet, mais Yuki ignore ça pour l'instant et demande juste où diable est passé Kraman. C'est censé être secret, mais comme elle sait qu'ils sont proches, la réceptionniste se penche et lui dit discrètement la vérité. Kraman est à l'hôpital après s'être disputé avec sa femme. Plus tard, Yuki se rend à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles et est sidéré par l'état de Cramon. Il demande ce qui s'est passé et Cramon soupire, expliquant qu'hier c'était son anniversaire de mariage. Il était tellement absorbé à essayer de choisir le cadeau parfait qu'il a passé toute la sainte journée collé à une vitrine de bijoux. Quand il est enfin rentré, il avait manqué le dîner et sa femme a supposé qu'il avait complètement oublié l'anniversaire, alors les choses ont explosé. Yuki plaisante en disant que la femme de Cramon doit avoir un sacré coup de poing si elle l'a mis dans cet état. Cramon hoche juste la tête et dit que c'est normal, c'est une aventurière de rang A à la retraite. Rien que ça fait tomber la mâchoire de Yuki, mais Kraman ajoute qu'il est lui-même un ancien Ranza juste pour équilibrer les choses. Il faudra du temps pour que toutes ces contusions guérissent naturellement, alors Yuki propose de lancer un sort de guérison. Mais Kraman refuse catégoriquement car être amoché comme ça est l'excuse parfaite pour se faire dorloter par sa femme et en profiter au maximum. Et juste à ce moment-là, elle entre et à la surprise totale de Yuki, il s'avère que c'est Sophia. Jamais de la vie il n'aurait deviné qu'elle et Kroman étaient ensemble. Mais à la façon dont ils interagissent, il peut dire qu'ils sont vraiment heureux, mis à part la petite correction occasionnelle. Après un peu plus de bavardage, Yuki se prépare à partir. Sophia le remercie de sa visite et il lui dit que ce n'est rien car c'est normal de prendre des nouvelles d'un ami quand il est mal en point. Avant de partir, il mentionne Cecilia, demandant si elle va mieux. Sophia dit que sa fièvre est tombée et qu'elle se sent nettement plus forte, mais elle est sortie faire des courses en ce moment, donc il ne la verra pas aujourd'hui. Pensant à voix haute, Yuki lui demande si elle a des idées pour un joli cadeau qu'il pourrait offrir à Cecilia, juste quelque chose pour lui remonter le moral. Sophia lui dit que ça n'a pas besoin d'être quelque chose de fantaisiste. Tant que ça vient du cœur, Cecilia appréciera tout ce qu'il choisira. Yuki la remercie pour le conseil et sort de l'hôpital, mais alors qu'il flâne dans la rue, son esprit s'évade, rêvassant à ce que la vie pourrait être si lui et Cecilia finissaient par se marier. Au moment où il se secoue, il réalise qu'il a erré près du dortoir de nuit. Puisqu'il est déjà là, il se dit qu'il pourrait aussi bien prendre des nouvelles de Levin. Il ouvre la porte et trouve Levin toujours allongé dans son lit, aussi misérable, aussi niable que le jour où Happiness l'a rejeté. Ça frappe Yuki en plein cœur, alors il décide d'essayer de lui remonter le moral. Il demande à Levin de lui raconter comment les choses ont commencé entre eux, ce qui l'a amené à tomber amoureux d'elle au départ. Levin soupire et commence à expliquer, c'est arrivé un après-midi plutôt normal alors qu'il était en patrouille. C'est là qu'il a aperçu une fille acculée par deux idiots ivres. Il n'a pas perdu de temps, a mis le premier gars hors d'état de nuire proprement, et une fois que les autres ont compris à qui ils avaient affaire, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Le travail fait, il s'est retourné pour partir, mais avant qu'il ne puisse faire un pas, la fille a attrapé sa cape et l'a remercié. Levin lui a dit que ce n'était rien, qu'il faisait juste son travail, mais alors ça l'a frappé, il venait de parler à voix haute, et ça signifiait qu'une parfaite inconnue avait entendu sa voix. Il s'est instantanément tendu, craignant qu'elle ne se moque de sa voix ou ne le ridiculise. Mais au lieu de ça, Happiness l'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'elle aimait ça. Pas de sarcasme, pas de taquinerie, elle le pensait sincèrement. Levin a d'abord cru qu'elle se moquait de lui, mais elle était très sérieuse. Elle l'a remercié une fois de plus, a souri et est partie finir ses courses. Et juste comme ça, elle était partie, mais elle avait déjà laissé une empreinte sur lui. Ce moment est resté gravé en lui. C'est ce qui l'a poussé à se déclarer, même si clairement ça ne s'est pas passé comme il l'espérait.
Avec le recul, Levin admet que c'était peut-être trop tôt. Ils se connaissaient à peine et se lancer directement dans une confession a probablement rendu les choses gênantes. Pourtant, Yuki lui dit de ne pas jeter l'éponge tout de suite. D'après ce qu'il a vu, il y a peut-être encore une chance et en attendant, il devrait pour moi que sortir d'ici et se changer les idées. Alors les deux sortent et Yuki emmène Levin à la même bijouterie qu'il avait visitée avec Cecilia il y a quelque temps, celle où il n'avait jamais eu le temps d'acheter ce collier. En parcourant les rayons, les yeux de Levin se posent sur un magnifique pendentif qui lui fait immédiatement penser à Happiness. Il hésite, ne sachant pas si c'est étrange d'acheter un cadeau pour quelqu'un qu'il connaît à peine, mais Yuki lui dit de ne pas trop y penser. Ce n'est pas une tentative de séduction, c'est l'intention qui compte. Et honnêtement, le bijou lui va si bien, il n'y a aucune chance qu'elle ne l'apprécie pas. Levin finit par acheter le pendentif, mais comme il n'aime pas que les gens entendent sa voix, il communique discrètement avec la caissière à l'aide d'un stylo et de papier. Une fois l'achat effectué, et alors qu'ils sortent du magasin, Yuki et Levin tombent soudainement sur Mikana, qui est clairement surprise de les voir tous les deux sortir d'une bijouterie ensemble. Elle lève un sourcil et demande ce qu'ils font là, et sans hésiter, Yuki lui dit qu'ils choisissent des cadeaux pour les femmes dont ils sont amoureux. Makana connaissait déjà le béguin évident de Yuki pour Cecilia, donc ça ne la choque pas du tout. Mais apprendre que Levin a quelqu'un en tête est nouveau, alors elle le presse instantanément de cracher le morceau. Mais le vin se referme et refuse de dire un mot, et honnêtement, elle sait pourquoi. Il y a quelque temps, elle a plaisanté sur sa voix, et depuis, il est beaucoup trop gêné pour parler en sa présence. Elle le regrette sincèrement, elle s'est déjà excusée, mais même elle sait qu'une excuse ne répare pas les choses par magie, alors elle recule un peu et n'insiste pas. Pourtant, même s'il ne veut pas lui parler, elle meurt d'envie de savoir qui est son coup de cœur. Alors elle les invite tous les deux à déjeuner, espérant obtenir l'histoire de cette façon. Mais malheureusement pour elle, dès qu'ils s'assoient, les deux idiots commencent à engloutir la nourriture comme si leur vie en dépendait, essayant clairement d'éviter de répondre à quoi que ce soit. Un plan solide jusqu'à ce que Makana lâche la bombe, l'air de rien, qu'elle pourrait avoir des histoires croustillantes sur Cecilia si Yuki est prêt à parler. Et c'est tout ce qu'il faut, il cède instantanément, elle se lance et demande jusqu'où les choses sont allées entre lui et Cecilia. Mais Yuki hausse juste les épaules, disant qu'il ne se passe rien pour l'instant. Il mentionne qu'elle a reçu une avalanche de demandes en mariage, même une de Yuga, ce qui agace visiblement Mikana. Elle ne comprend pas comment ce gars n'a toujours pas capté le moindre de ses signaux. Il a toujours été un idiot inconscient, le genre à entrer accidentellement sur Cecilia pendant qu'elle se changeait ou prenait son bain, sans même réaliser ce qu'il avait fait. Et peu importe où ils allaient, les filles l'assaillaient comme des papillons de nuit attirés par une flamme. Ce n'était pas qu'il le faisait exprès, mais son attitude décontractée tapait vraiment sur les nerfs de Cecilia. Et quand elle est en colère, elle est terrifiante. Makana se tourne alors vers Levin et réessaie, lui demandant qui est son coup de cœur. Mais avant qu'il ne puisse même répondre, Yuki la coupe car il n'est pas question qu'elle embête Levin. Elle se défend rapidement, disant qu'elle n'essaie pas de le taquiner ou de se moquer de lui. Elle a juste ses propres problèmes de cœur et pensait que peut-être en parler à quelqu'un l'aiderait. Pour être honnête, elle est convaincue que Yuga lui en veut pour quelque chose qu'elle a fait. Elle dit à Yuki que même si le rapport officiel du royaume prétendait qu'ils avaient écrasé le seigneur démon, la vérité est qu'ils se sont fait botter les fesses à Pulsi à plusieurs reprises par un général démon quelconque, rien de moins. Et chaque fois qu'ils perdaient, ils se réveillaient dans un village voisin, tous guéris comme si rien ne s'était passé. Mais peu importait le nombre de fois où ils se regroupaient et revenaient, ce même démon les démolissait encore plus à chaque fois. Yuki commence à se sentir un peu coupable à ce stade, se souvenant comment il avait délibérément ralenti leur progression quelques fois juste pour pouvoir jeter quelques regards supplémentaires à Cecilia. Pourtant, ce n'est pas qu'il voulait les humilier. Quoi qu'il en soit, après chaque défaite, le groupe de héros n'avait d'autre choix que de mentir au public et de prétendre qu'ils gagnaient juste pour éviter que le moral ne s'effondre. Mais leurs provisions s'épuisaient et s'ils ne vainquaient pas ce démon bientôt, les gens allaient perdre toute confiance en eux. C'est alors que, lors d'une de leurs tentatives, le démon leur a proposé un marché. Il a dit qu'il les laisserait entrer directement dans la salle du trône du seigneur démon sans résistance, à une condition, ils devaient laisser Cecilia derrière eux et c'est Makana qui a poussé le groupe à accepter. Son argument était que s'ils échouaient à nouveau, la réputation de Yuga en tant que héros serait ruinée. Alors ils ont accepté et ont laissé Cecilia derrière eux. Elle a survécu d'une manière ou d'une autre, mais Makana ne pense pas que Yuga lui ait pardonné ce qu'elle a fait. Il sourit toujours et plaisante, mais elle le sent. Sa vision d'elle a changé ce jour-là. Cecilia la voit probablement différemment aussi et les choses sont étranges entre eux tous depuis. Yuki sait que ce désordre est en partie de sa faute. Ses choix égoïstes ont contribué à créer la division dans leur groupe, et maintenant c'est trop compliqué pour qu'il puisse le réparer seul. Il demande à Makana si elle a au moins essayé d'en parler à Cecilia. Mais comment est-elle censée aborder le sujet? Et que doit-elle dire? Désolé de t'avoir jeté au loup, mais je ne voulais pas que Yuga ait l'air mauvais. Ça ne résoudra rien. Yuki comprend, ce n'est pas facile à admettre, mais si elle ne dit rien, ce silence gênant entre eux va durer éternellement. Alors il lui dit d'au moins y réfléchir. Makana hoche la tête en silence, réalisant qu'il a raison.
Si elle veut que les choses redeviennent normales un jour, elle doit faire l'effort de réparer ce qu'elle a brisé. Inspiré par cela, Levin décide de se lancer aussi et il veut essayer de parler à Happiness une fois de plus. Alors lui et Yuki retournent à la maison de Cecilia. Quand ils la trouvent, Levin s'excuse discrètement d'avoir déversé ses sentiments sur elle si soudainement la dernière fois. Puis il lui tend un pendentif qu'il a acheté et demande si peut-être il pourrait y commencer par être juste amis. Bonheur sourit, ça lui plaît bien. Quelques jours s'écoulent et Yuki est au bord du gouffre presque en mode survie, juste parce qu'il n'a pas vu Cecilia depuis près d'une semaine. Depuis qu'elle s'est remise sur pied, elle n'a pas arrêté une seconde, visitant chaque recoin du village, soignant les malades et pansant tous les blessés. Le reste de l'équipe de héros n'a pas eu un instant de répit non plus. Levin est pris par les patrouilles de nuit, Mikana est submergée par ses responsabilités de mage royal, et Yuga jongle entre les chasses aux monstres et les missions diplomatiques. Pendant ce temps, Yuki n'a absolument rien fait d'autre que broyer du noir et se morfondre tel un chiot abandonné. C'est alors qu'un miracle frappe littéralement à sa porte. C'est Bonheur, et elle a un message des cieux. Enfin, techniquement, de Cecilia, mais c'est tout comme. Elle dit que Cecilia rentre enfin à la maison cet après-midi, ce qui signifie que Yuki va enfin la revoir. Il est aux anges, car c'est son occasion en or de lui offrir ce collier qu'il garde précieusement depuis la dernière fois qu'il a raté sa chance. Alors il part, gonflé à bloc et plein d'espoir, jusqu'à ce qu'une vieille mégère tenant un stand de bonne aventure l'arrête net et lui balance qu'il va avoir la pire des poisses aujourd'hui. Ça aurait dû être un signal d'alarme, mais Yuki en rit, se dit que c'est une arnaque et continue son chemin puisqu'il va voir Cecilia. Alors qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ? Premier arrêt, la boulangerie. Il veut lui apporter quelque chose de sucré, alors il passe prendre des cupcakes. Le seul problème, c'est que la vendeuse habituelle est absente aujourd'hui et que son frère Baraké la remplace. Et ce type prend son job temporaire comme s'il était en mission commando pour un chef étoilé. L'ambiance est super bizarre, alors Yuki prend juste quelques cupcakes et s'en va. Mais à mi-chemin, il remarque que ces satanés gâteaux sont complètement écrasés. Merci à la poigne de fer de Monsieur Muscle, mais heureusement, ils sont toujours bons. Mais ce n'est que le début. En chemin vers chez Cecilia, Yuki bouscule un homme bâti comme une armoire à glace, manque de peu de mettre le pied dans une belle crotte de chien toute fraîche et se fait percuter par un gamin qui fait tomber sa brochette de viande en pleine terre. Yuki aurait pu hausser les épaules et partir, mais non, il est trop gentil pour son propre bien. Il finit par acheter une nouvelle brochette au gamin juste pour calmer ses larmes, même si ce n'était même pas sa faute. Jusqu'à présent, ce n'était à tout que de petits contretemps idiots. Mais l'univers n'a pas dit son dernier mot car à peine 2 pas plus loin, un voyou passe et lui dérobe son portefeuille. Beaucoup de gens s'en tiendraient à la perte et passeraient à autre chose, mais pas Yuki. C'est son argent durement gagné et il n'est pas question de laisser un voleur s'enfuir avec. Alors il puise dans son pouvoir, poursuit le type et lui donne une sacrée correction. Totalement méritée, mais le seul problème c'est que Yuga débarque juste à temps pour surprendre Yuki en pleine correction, donnant l'impression qu'il agresse une pauvre âme en plein jour. Yuki essaie de rétablir la vérité et d'expliquer que ce n'est qu'un gros malentendu, mais Yuga ne veut rien entendre. Au lieu d'écouter, il commence à frapper, essayant de forcer Yuki à abandonner sans combattre. Maintenant, Yuki pourrait absolument le mettre en pièces s'il le voulait, mais faire ça révélerait sa couverture d'homme ordinaire. Alors, il prend la fuite. Le problème, c'est qu'il ne va pas loin, son chemin étant bloqué par une escouade de chevaliers, et se frayer un chemin à coups de poing ne ferait qu'aggraver les choses par la suite. N'ayant pas de meilleure option, Yuki jette l'éponge et se rend. Il le jette en prison pour un crime qu'il n'a même pas commis, et à ce stade, il commence à se demander si cette vieille folle de diseuse de bonne aventure savait vraiment de quoi elle parlait. Pourtant, ce n'est pas un désastre total, car il a des gens qui le soutiennent. Peu de temps après, Duke passe le voir. Il s'avère que Duke a été repéré par les chevaliers royaux il y a quelques jours, et il trouve hilarant que Yuki se soit déjà retrouvé dans un tel pétrin ridicule. Yuki insiste qu'il n'a rien fait de mal, mais Duke s'en doutait déjà. Il lui dit de ne pas stresser car Levin a eu vent de la situation et enquête dessus en ce moment même. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que tout ne soit éclairci. Juste à ce moment-là, une autre chevalière nommée Irène arrive et donne la nouvelle à Yuki. Il est officiellement blanchi et libre de partir. Yuki pousse un énorme soupir de soulagement, mais elle annonce ensuite quelque chose d'inattendu. Apparemment, Yuga veut le rencontrer pour s'excuser, ce qui est la dernière chose que Yuki pensait entendre aujourd'hui. Plus tard dans la journée, ils s'installent tous les deux dans un restaurant et Yuga est sincèrement désolé pour tout ce gâchis. Pour se faire pardonner, il lui propose de lui offrir un bon repas. Yuki est un peu abasourdi par la sincérité et la pureté du gars. Il n'y a aucune trace de rancune ou d'intention louche, alors il accepte l'offre. Après avoir fini de manger, Yuga essaie d'engager une conversation décontractée. Il admet qu'il ignorait que Yuki était en bons termes avec Levin, et même s'il ne l'a pas reconnu tout de suite, maintenant qu'ils ont un peu parlé, il réalise que Yuki est le même gars qu'il a aperçu avec Cecilia l'autre jour. Alors naturellement, il s'enquiert de leur relation. Yuki garde son sang-froid et répond simplement qu'ils sont juste amis pour l'instant. Cela rassure clairement Yuga, mais ensuite il dit qu'il veut lui demander un service.
Il veut des conseils pour s'entendre avec Cecilia. Et honnêtement, c'est le dernier sujet que Yuki veut aborder avec ce type. Il dit à Yuga que Cecilia et lui ne sont devenus proches que récemment, alors s'il veut vraiment apprendre à se connecter avec elle, il devrait probablement parler à quelqu'un qui la connaît depuis bien plus longtemps, comme Mikana. Mais Yuga rejette ça d'emblée, disant que Mikana déteste probablement Cecilia de tout son être, alors lui demander est hors de question. Yuki est abasourdi d'entendre ça et demande immédiatement si Mikana a réellement dit ça à Yuga en face, mais Yuga admet que non et qu'il sait juste qu'elle n'aime pas Cecilia. Il explique que pendant la bataille finale, c'est Mikana qui a convaincu les autres de laisser Cecilia derrière, et il n'y a pas moyen qu'elle ait fait ça si elle ne la détestait pas, mais Yuki ne pense pas que ce soit une hypothèse juste, surtout que Yuga ne lui en a même jamais parlé. Il lui dit que Mikana était tout aussi dévastée que les autres par ce qui s'était passé. Elle a pleuré tout le temps. Mais Yuga rétorque, demandant comment diable Yuki pourrait-il savoir ça, étant donné qu'il n'était pas là. Or, Yuki le sait parce qu'il était là. Il était le démon ce jour-là. Mais comme il ne peut évidemment pas lâcher cette bombe, il dit à Yuga que Mikana le lui a raconté. Pourtant, il ne peut pas se résoudre à croire que Mikana n'était pas à blâmer. Parce que si elle ne l'est pas, alors cela signifierait que c'était lui qui avait laissé tomber Cecilia. Et si c'est vrai, alors il n'est pas sûr de pouvoir se pardonner un jour. Yuki ne mâche pas ses mots. Il dit à Yuga d'arrêter de se défausser et de rejeter la faute sur ses amis. Parce que s'il ne peut même pas assumer ses propres erreurs, alors il n'a aucun droit de se dire un héros. Ça frappe Yuga de plein fouet si fort qu'ils font soudainement en larmes. Yuki se demande immédiatement s'il n'est pas allé un peu trop loin en lui criant dessus, mais il s'avère que le message est bien passé. Les mots de Yuki ont aidé Yuga à réaliser à quel point il avait foiré. Mikana est sa fidèle alliée depuis qu'ils sont enfants. Elle est restée à ses côtés à travers tout, l'a soutenu dès qu'il est devenu un héros, et pourtant il n'a pas pu se résoudre à lui faire confiance. Au lieu de ça, il a supposé qu'elle avait laissé Cecilia par dépit. Maintenant, il ne sait plus comment diable il est censé arranger les choses avec elle. Yuki lui dit que la réponse est simple, il suffit de s'excuser. Mikana tient clairement toujours à lui, et même si elle lui donne un peu d'amour vache, elle lui pardonnera, c'est sûr. Ça redonne de l'ardeur à Yuga. Il s'emballe et dit qu'il va s'excuser auprès d'elle tout de suite. Seulement, il est un peu trop nerveux pour se présenter seul, alors il supplie Yuki et Levin de l'accompagner. Finalement, tous les trois arrivent chez Mikana, et tandis que Yuga vibre littéralement de détermination, Yuki est secrètement agacé d'avoir dû faire tout ce chemin alors que tout ce qu'il voulait, c'était enfin voir Cecilia aujourd'hui. Yuga leur dit qu'il a juste besoin d'un soutien émotionnel pour qu'ils puissent attendre dehors pendant qu'il entre pour gérer ça. Yuga entre directement dans la maison et se précipite vers la chambre de Mikana seulement pour débarquer en plein milieu de son changement. Mikana panique et s'affole instantanément, mais Yuga reste de marbre et lui dit qu'il a quelque chose d'important à dire. Il admet qu'il a enfin réalisé à quel point il a été injuste envers elle tout ce temps, la blâmant d'avoir abandonné Cecilia alors que ce n'était même pas la vérité. Il sait que de simples excuses ne vont pas tout arranger par magie, mais il espère qu'elle pourra lui pardonner pour qu'il puisse revenir à la façon dont les choses étaient avant. Mikana ressent une énorme vague de soulagement en sachant que Yuga ne lui en veut plus, mais ensuite elle se souvient qu'elle est toujours là en sous-vêtements. Et maintenant, elle ne sait plus quelle est la pire partie, le fait que Yuga soit entré alors qu'elle se changeait ou le fait qu'il n'ait même pas scié. Quoi qu'il en soit, elle est toujours furieuse, alors elle décide de passer sa frustration sur lui. Dehors, Yuki et Levin peuvent entendre le chaos qui se déroule à l'étage. Mais il n'y a vraiment rien qu'ils puissent faire pour aider, alors ils haussent les épaules et laissent Yuga à son triste sort. Enfin libre de se rendre chez Cecilia, Yuki traverse les rues et finit par repasser devant la même diseuse de bonne aventure. Comme avant, il suppose que c'est une arnaque et continue son chemin sans lui accorder la moindre attention. Elle n'apprécie clairement pas d'être ignorée 2 fois dans la même journée. Cela dit, il semblerait que la chance de Yuki commence enfin à tourner en sa faveur, alors peut-être a-t-il fait quelque chose de bien sans même s'en rendre compte. Un peu plus loin sur la route, Yuki rencontre la propriétaire de la pâtisserie. Elle vient d'apprendre que son frère musclé a accidentellement écrasé la plupart des cupcakes que Yuki avait achetés plus tôt et elle se sent terriblement mal à ce sujet. Yuki lui dit que ce n'est pas grave, mais elle insiste quand même pour se faire pardonner en lui tendant un sac de gâteaux frais. Alors qu'il continue son chemin, les choses prennent une tournure étrange lorsque 3 hommes en costume l'entourent un peu soudainement. Pendant une seconde, on dirait qu'il est sur le point de se faire agresser, mais il s'avère que ces gars sont le personnel du gamin de tout à l'heure et ils sont venus remercier Yuki de l'avoir aidé. Pour montrer leur gratitude, ils lui tendent un sac rempli de brochettes de viande. Peu de temps après, Yuki arrive enfin chez Cecilia, mais Bonheur n'est pas très contente de le voir arriver si tard. Pourtant, il entre enfin pour rencontrer Cecilia et elle est folle de joie de le revoir, car ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Yuki dit qu'il lui a apporté un petit quelque chose et Cecilia apprécie le geste, mais elle est un peu déconcertée par la combinaison de gâteaux et de viande. Pourtant, elle passe outre et propose d'aller préparer une théière pour qu'il puisse s'asseoir et rattraper le temps perdu autour des collations.
Yuki est un peu surpris, car c'est normalement le travail de la femme de chambre, alors Cecilia lui dit fièrement qu'elle a appris quelques compétences domestiques récemment avec Sofia et qu'elle sait maintenant faire le thé correctement. Après quelques minutes de conversation décontractée, Cecilia apprend que bonheur et amour ont bien accroché dernièrement et que Yuki s'est familiarisé avec Mikana et Yuga. Mais alors qu'ils parlent d'eux, ils entendent soudain la voix de Yuga appelant Cecilia de l'extérieur. Quelques secondes plus tard, il fait irruption dans sa chambre, prêt à déverser des excuses sincères, sauf que Mikana le projette sur le côté d'un coup de poing, le réprimandant d'avoir fait irruption comme un fou. Cecilia est côté complètement confuse par toute cette histoire, et Yuki est juste abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que tout le groupe débarque comme ça. Mais apparemment, ils sont tous venus avec le même objectif en tête, s'excuser. Mikana s'avance la première et s'excuse sincèrement d'avoir laissé Cecilia derrière à l'époque. Mais Cecilia assure rapidement à tout le monde qu'elle ne leur en veut pas du tout. Sa vie n'était pas la seule en jeu ce jour-là. Les autres ont dû affronter le Seigneur Démon sans le soutien d'une guérisseuse. Et d'après ce qu'elle voit, Mikana a été la première à se précipiter pour prendre de ses nouvelles dès la fin de la bataille, avec Yuga et Levin pas loin derrière. Le fait qu'ils soient tous venus en courant pour l'aider, même après l'enfer qu'ils venaient de traverser, a dit à Cecilia tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ils n'ont jamais cessé de se soucier d'elle, et honnêtement ce n'est pas comme s'ils avaient eu beaucoup le choix à l'époque, donc il n'y a aucune raison pour elle de les blâmer. Ce qui compte maintenant, c'est que tout le monde s'en est sorti vivant, plus la peine de traîner la culpabilité. Plus tard, Yuki et Cecilia vont se promener ensemble, profitant de l'ambiance paisible. À un moment donné, Cecilia le regarde et lui demande s'il y est pour quelque chose dans le fait que tout le monde est soudainement débarqué pour s'excuser comme ça. Yuki l'admet, il leur a donné un petit coup de pouce dans la bonne direction. Après tout, toute cette histoire a un peu commencé à cause de lui de toute façon. Cecilia sourit chaleureusement, reconnaissante que ses amis soient enfin réunis. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi, alors Yuki décide de se lancer. Il lui dit qu'il a quelque chose pour elle, puis met la main dans sa poche et sort le collier qu'il a acheté. Il lui demande si elle l'acceptera et Cecilia rayonne en lui disant qu'elle le chérira pour toujours. Cette réponse enlève un énorme poids des épaules de Yuki, car honnêtement, il n'avait aucune idée de ce qu'il aurait fait si elle avait dit non. Peu de temps après, Cecilia a demandé à Yuki de l'accompagner en mission, car elle a reçu un message d'un village lointain demandant de l'aide. Yuki est vite d'accord, prêt à intervenir et à la soutenir. Mais bien sûr, Sig devait aussi se pointer. Ce qui devait être un moment tranquille seul avec Cecilia se transforme soudainement en situation de troisième roue du carrosse. C ne voulait clairement pas être laissé de côté et au moment où il s'est invité, il n'y avait aucun moyen élégant de lui dire de reculer. Une fois arrivée au village, Cecilia réalise que la situation est bien pire que prévu. Elle avait entendu dire que c'était une attaque de bandits, mais la destruction raconte une histoire bien plus sombre. Le chef du village sort pour les accueillir, visiblement soulagé de voir la célèbre prêtresse en personne, bien qu'il n'ait aucune idée de qui sont les deux gars avec elle. Cecilia les présente comme ses compagnons et souligne qu'ils sont tous deux compétents en magie de guérison. Le chef s'illumine à cette nouvelle et les conduit à la mairie où les blessés sont soignés. Il passe immédiatement à l'action, soignant les villageois un par un. Pour Yuki, ce genre de guérison de masse n'est même pas un défi, mais il remarque que Cecilia se donne à fond. Il est silencieusement impressionné par son dévouement et à quel point elle se soucie des autres. Mais ce qui le fait vraiment réfléchir, c'est le fait étrange que malgré toutes les blessures, aucun villageois n'ait été tué. Le chef explique qu'à mi-chemin de l'assaut, les bandits ont été pris en embuscade et forcés de battre en retraite. C'était un coup de chance, mais Yuki trouve ça étrange, comme si quelqu'un était intervenu au moment parfait. Alors qu'il regarde Cecilia continuer de travailler sans relâche, il commence à s'inquiéter. Elle est clairement à bout de force, alors il s'approche et suggère gentiment qu'elle fasse une pause. Elle refuse, disant qu'elle n'a pas encore fini d'aider, alors n'ayant pas d'autre option, Yuki fait ce qu'il doit faire et il lui jette un sort de sommeil. Bien sûr, assommer une prêtresse en public n'était probablement pas la meilleure idée, mais il rassure calmement tout le monde en disant qu'elle va bien et qu'elle avait juste besoin d'un repos forcé. Plus tard, Cecilia se réveille groggy et furieuse, exigeant de savoir pourquoi diable il l'a assommée comme ça. Yuki s'excuse immédiatement, expliquant qu'elle était sur le point de s'effondrer d'épuisement de mana s'il n'était pas intervenu. Elle n'aime pas ça, mais au fond d'elle, elle sait qu'il a raison. Cecilia admet qu'elle se pousse peut-être un peu trop loin, alors elle comprend pourquoi Yuki est intervenu comme il l'a fait. Mais elle lui fait quand même promettre de ne plus jamais utiliser de magie sur elle sans demander d'abord. Yuki accepte sans hésitation et pour apaiser ses inquiétudes concernant les villageois, il lui fait savoir qu'elle peut enfin se détendre, car lui et Sik ont déjà fini de soigner tout le monde pendant qu'elle était inconsciente. Cela rend Cecilia sincèrement heureuse et elle le remercie chaleureusement. Juste à ce moment-là, le chef du village entre pour voir comment les choses se passent. Il est soulagé de voir Cecilia debout et en forme, mais il hésite un peu avant de parler à nouveau. Il y a une dernière chose pour laquelle il a besoin d'aide. Une petite fille nommée Till vit à la lisière du village et il espérait qu'il pourrait aller la voir. Le groupe demande si elle a été blessée pendant le raid des bandits, mais heureusement, ce n'est pas ça.
Elle est en sécurité, mais elle est frêle et maladive depuis le jour de sa naissance. Alors il pensait que Cecilia pourrait peut-être l'aider d'une manière ou d'une autre. Cecilia accepte d'essayer et demande des indications pour se rendre chez la fille. Et quelques minutes plus tard, ils arrivent et rencontrent enfin Till. La fille est clairement prise au dépourvu quand un tas de visages inconnus débarquent soudainement dans sa maison. Mais Cecilia la rassure rapidement en lui disant qu'il n'y a rien à craindre. Ils sont là parce que le chef du village leur a demandé de venir. Till semble sur le point de dire quelque chose quand elle est soudainement prise d'une forte quinte de toux, et juste comme ça, il est évident que le chef n'exagérait pas. Cette fille est en piteux état. Sik s'avance et lui offre un remède qu'il a préparé lui-même. Till le regarde d'abord avec méfiance, car soyons honnêtes, les potions mystérieuses d'un inconnu ne sont pas ce qu'il y a de plus rassurant. Mais Yuki le soutient, lui disant que Sik sait ce qu'il fait et que le remède est totalement sûr. Till décide de lui faire confiance et boit tout, et à sa surprise, sa gorge se sent un peu mieux tout de suite. Elle s'illumine et les remercie, convaincue que leur arrivée est un cadeau de la divinité gardienne. Yuki cligne des yeux car il n'a aucune idée de ce que c'est. Alors Till explique qu'il y a une statue d'une divinité se dressant à la lisière du village, et le jour du raid, elle était allée y déposer une offrande. Mais en rentrant, elle s'est soudainement sentie somnolente et s'est effondrée dans la forêt. C'est ainsi qu'elle a complètement évité les bandits, et elle était sûre que c'était la divinité gardienne qui l'avait sauvée. Sik suggère que ce qui s'est passé n'était peut-être qu'une coïncidence, mais Till est complètement convaincu que c'était le gardien qui veillait sur elle. Elle explique qu'à 7 ans, elle a été une fois entourée de loups en pleine nuit et il n'y avait aucune chance qu'elle survive. Mais juste avant que les choses ne tournent au fatal, la divinité gardienne est apparue et a foudroyé les loups avec des éclairs noirs. Et depuis cette nuit-là, il a continué à la protéger. Till ne voit rien d'étrange dans l'histoire du tout, mais pour Yuki et Cecilia, la magie du sommeil et les éclairs noirs ressemblent dangereusement à des capacités démoniaques. Naturellement, ça leur met la puce à l'oreille, mais Till insiste qu'il n'y a rien de suspect chez son gardien et propose même de les y guider elle-même pour prouver son point. Cependant, quand elle leur montre enfin la statue, il est évident qu'il n'y a pas de le nier. C'est évidemment une statue de démon. Till devient immédiatement défensive, disant qu'elle ne tolérera personne insultant son cher gardien, mais elle est encore faible, à peine capable de tenir debout, alors Cecilia s'excuse rapidement de l'avoir poussée trop loin et raccompagne Till chez elle. Pendant que Cecilia est absente, Yuki examine de plus près la statue et réalise qu'elle ressemble presque en tout point aux gargouilles qu'ils avaient autrefois dans le château du Seigneur Démon. Au moment où il le dit à voix haute, la statue prend soudainement vie et tire des éclairs noirs droit sur lui. Yuki esquive de justesse l'attaque et Sik intervient, réussissant à maîtriser la gargouille. Maintenant maîtrisée, les deux ne sont pas sûrs de ce qu'il faut faire ensuite. Sik suggère de l'achever, mais Yuki l'arrête, disant qu'il préférerait essayer de parler d'abord avant de passer directement à l'élimination. Après que les choses se soient enfin calmées, la gargouille s'assied et demande prudemment s'il ne compte vraiment pas le tuer. Yuki fait remarquer que c'est la gargouille qui a attaqué la première et la gargouille s'excuse rapidement. Il explique qu'une fois que Yuki l'a identifié comme un démon gargouille, il a compris que sa couverture était grillée et a paniqué. Il y a des années, il avait été créé pour garder un temple, mais des bandits l'ont volé en chemin. Ces mêmes bandits ont fini par attaquer ce village. Et quand la gargouille a finalement craqué, il les a anéantis avec des éclairs noirs. Cet incident a poussé les villageois à l'adorer comme une divinité protectrice. Avec le temps, les villageois ont progressivement cessé de venir, jusqu'à ce que seul Till reste, et depuis le jour où il l'a sauvée enfant, elle visite la statue quotidiennement, la nettoie et y dépose des offrandes sans faute. Yuki demande si la gargouille n'a pas l'intention de nuire à quiconque dans le village. La gargouille répond qu'il se fiche des humains. Il vit juste là, c'est tout. Si c'est le cas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, alors Yuki hoche la tête et s'excuse du dérangement. Mais avant de rentrer, il se tourne vers Sik avec une requête discrète. Il lui demande de retourner au village avant eux, juste pour profiter d'un petit moment seul avec Cecilia. Mais une fois son vœu exaucé, marchant à ses côtés en silence, il réalise vite qu'il n'a pas la moindre idée de quoi dire. Alors qu'ils se promènent dans les bois, Cecilia trébuche accidentellement sur une racine. Yuki se précipite et la rattrape juste à temps. Pendant quelques secondes, leurs regards se croisent, jusqu'à ce que le moment s'éternise et qu'ils détournent maladroitement les yeux. Finalement, ils retournent au village, seulement pour découvrir que les bandits d'avant sont revenus pour la deuxième manche, cette fois pleinement confiants de gagner, mais juste à ce moment, Yuki, Cecilia et Sik interviennent pour les affronter. Les bandits ne sont pas du tout inquiets, ils pensent que leur nombre écrasera le trio. Ça, c'est jusqu'à ce que Yuki se tourne vers Sik et lui donne calmement la permission de combattre avec une force létale. Et en un clin d'œil, les bandits commencent à tomber comme des mouches. Cecilia est stupéfaite, elle n'a jamais vu Sik au combat et sa force la prend complètement au dépourvu, mais ce n'est rien comparé à ce que Yuki apporte. Quand il entre dans la mêlée, il anéantit des dizaines d'ennemis en un instant.
Même quand l'un d'eux tente de prendre Cecilia par surprise, Yuki le grille avec un éclair comme si de rien n'était. Il a le champ de bataille entier sous contrôle. Tout semble se dérouler sans accroc jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une épaisse fumée s'élevant de la direction du sanctuaire gardien. Ça ne peut pas être bon, alors Yuki dit immédiatement à Sick d'aller voir pendant qu'il gère le reste du combat. Les bandits restants tentent de se regrouper et de charger ensemble, espérant abattre Yuki et Cecilia par la force brute. Mais Yuki les fixe et leur dit platement que leur nombre n'a aucune importance, ils n'auront jamais la moindre chance, puis il lance un sort de tempête de vent massif et les anéantit tous en un seul coup. Les bandits enfin réglés, Yuki commence à s'inquiéter quand Sick ne revient pas du sanctuaire. Quelque chose ne va pas, alors lui et Cecilia se dirigent vers le sanctuaire et quand ils arrivent, ce qu'ils trouvent les glace. La gargouille est gravement blessée et Sick est tenu en l'air par la gorge. Yuki fusille l'homme du regard, furieux, et exige de savoir qui diable il est, mais avant que les choses ne dégénèrent, Cecilia explique que l'homme est Miller, le héros de l'empire voisin de Gallus. La révélation prend Yuki au dépourvu, il ne savait pas qu'il y avait plus d'un héros dans le monde. Mais pour l'instant, l'état de Sick est ce qui compte le plus. Une fois que Sick reprend conscience, il explique ce qui s'est passé. Quand il est arrivé au sanctuaire, il a vu Miller tendre une embuscade à la gargouille par derrière alors qu'elle essayait de protéger Teal. Sick est intervenu pour l'arrêter mais il était complètement dépassé et a perdu le combat. Miller ricane et dit qu'il n'y a rien de mal à tuer une gargouille et si Sick a été blessé, c'est de sa faute d'avoir été assez stupide pour s'interposer. Sans un mot de plus, Miller se retourne et se dirige vers la gargouille pour finir le travail. Yuki lui dit d'arrêter et tente de le raisonner, expliquant que la gargouille ne fait de mal à personne. Mais Miller s'en fiche. Inoffensif ou non, c'est toujours un démon à ses yeux et si Yuki se met en travers de son chemin, il le tuera aussi. Yuki répond en lui lançant un éclair, mais l'attaque disparaît l'instant où elle touche l'épée de Miller. Cecilia crie à Yuki de reculer, l'avertissant que l'arme de Miller est une épée magique fabriquée par l'homme, conçue pour absorber toute magie avec laquelle elle entre en contact. Contre cette chose, Yuki est sérieusement désavantagé. Cecilia supplie désespérément Miller d'arrêter, l'avertissant que tuer des innocents pourrait déclencher une guerre entre nations. Au lieu de reculer, Miller sourit car l'idée lui plaît. Tuer des gens est l'un de ses passe-temps favoris et une guerre lui donnerait toute la justification nécessaire pour massacrer autant de personnes qu'il le souhaite. À ce stade, il est évident que ce type est complètement dérangé et Yuki ne peut absolument pas le laisser s'en tirer. Miller rit de Yuki, se moquant de lui de penser avoir une chance de gagner alors que sa magie est inutile contre l'épée, mais Yuki ne bronche pas et au lieu de cela, il commence à lancer sort après sort en succession rapide. L'épée peut absorber la magie, mais elle a été créée par des mains humaines, ce qui signifie qu'elle a une limite. Et après que Yuki ait déchaîné un barrage de ses attaques les plus puissantes, cette limite est enfin atteinte. Avec un craquement sec, l'épée magique de Miller se brise en morceaux. Yuki projette Miller contre un arbre avec un sort de vent, le frappant si fort que le combat semble terminé. Mais il s'avère que Miller avait un dernier coup fourré. Il lance une lance magique droit sur Yuki. Les coups bas comme ça ne l'atteignent pas, il l'esquive avec aisance. Le problème, c'est que la gargouille se tenait juste derrière lui et la lance fonçait droit sur elle, mais à la toute dernière seconde, Teal se jette sur son chemin et reçoit le coup en pleine poitrine. Miller ne s'y attendait pas, mais il éclate de rire quand même. Il trouve hilarant qu'une jeune fille humaine sacrifie sa vie pour protéger un démon. Yuki se retourne vers lui, écumant de rage, et jure qu'il ne laissera pas ce salaud s'en tirer. Mais Miller a déjà un plan de fuite et il tire une volée de flèches sur le groupe de Yuki, le forçant à lever un bouclier pour les protéger. Ce moment de distraction est tout ce dont Miller a besoin pour se glisser dans la forêt et disparaître. Yuki serre les poings, furieux. Il l'a laissé s'échapper parce qu'il était trop dépendant de la magie. Cette rage bouillonnante finit par déborder et juste comme ça, sa forme démoniaque complète éclate. C'est la première fois que Cecilia le voit sous cette forme et ça la secoue. Elle a peur qu'il ait perdu le contrôle, mais pour l'instant, Yuki n'a qu'une chose en tête, traquer Miller et lui casser la figure. Il s'élance dans le ciel et localise Miller en quelques secondes. Puis il plonge, le saisit par le crâne et le projette au sol avant de le faire traverser une centaine d'arbres comme une boule de démolition. Miller est stupéfait. Il n'arrive pas à croire qu'un démon aussi puissant existe encore, même après la défaite du Seigneur Démon. Mais il a à peine le temps de réfléchir avant que Yuki n'apparaisse derrière lui, reprenant de plus belle la correction. Miller jette tout ce qu'il a dans la panique, mais Yuki lui arrache l'arme des mains et le met à genoux, comme si de rien n'était. Il le soulève en l'air par la gorge, le maintenant là. Une seule pression, c'est tout ce qu'il faudrait pour en finir avec lui, mais il s'arrête car le tuer ainsi n'est pas ce que Cecilia voudrait. Alors, Yuki le lâche et le laisse tomber directement dans la rivière, laissant le courant décider de son sort.
Plus tard, Yuki retourne chez Teal où Cecilia l'attend. Il demande comment tout le monde va et elle lui offre un sourire soulagé, lui disant que Teal et Sik s'en sont sortis. Elle a réussi à les soigner à temps et plus que tout, elle est juste heureuse que Yuki soit revenu sain et sauf. Quelques jours passent et Teal semble sincèrement contente de son nouveau poste de femme de chambre chez Cecilia, fredonnant un air joyeux en rangeant autour de la gargouille qui, pour une raison quelconque, ressemble maintenant à une statue indienne. Le démon lui dit nonchalamment qu'il n'est pas nécessaire de nettoyer autour de lui tous les jours. Mais elle balaie ça d'un revers de main, disant qu'elle aime le faire, puis demande l'air de rien s'il a la moindre idée d'où Yuki a bien pu s'égarer. La gargouille lui dit que Yuki est allé au château avec Cecilia, ce qui la prend totalement au dépourvu. Au château, Yuki et Cecilia sont tous deux agenouillés sur un genou, tandis qu'une garde s'avance et déclare qu'ils se tiennent devant l'empereur Dart de ce royaume. Dart dégage instantanément l'aura de quelqu'un avec un sérieux complexe de supériorité, allant droit au but et disant que la raison pour laquelle il les a convoqués concerne l'incident dans le village attaqué par les bandits. Yuki esquisse un sourire en coin, pensant que chaque souverain, humain ou démon, se prend toujours pour le nombril du monde. Mais soudain, l'empereur abandonne son numéro et admet qu'il a l'air d'un parfait crétin, décidant de parler normalement désormais. L'une des gardes, Sylvia, le réprimande immédiatement et lui dit de rester dans son rôle et d'agir comme un vrai roi. Les deux finissent par se chamailler sur la façon dont un monarque devrait parler, tandis que Yuki reste là, se demandant silencieusement à quel cirque il assiste. Finalement, Dart se reconcentre sur eux, disant qu'il a été informé de l'embuscade des bandits dans le village et de l'apparition du héros Miller de l'Empire Gallus, mais qu'ils ont réussi à le chasser et à éviter des dégâts majeurs. Il leur dit qu'ils seront certainement récompensés pour ce qu'ils ont fait. Mais Cecilia répond simplement qu'elle n'a fait que ce qui était juste et n'attend aucune compensation. Puis l'empereur regarde Yuki et lui demande quel genre de récompense il voudrait si cela ne tenait qu'à lui. Yuki décide d'être stratégique et répond que même un roi ne pourrait lui donner ce qu'il désire vraiment. Dart, maintenant curieux, demande ce que cela pourrait bien être. D'abord, il devine l'argent, mais Yuki secoue la tête. Ensuite, il plaisante sur le fait de vouloir son propre harem, mais encore une fois, Yuki lui dit non. Finalement, l'empereur demande en plaisantant s'il vise le trône lui-même. Mais pour la troisième fois, Yuki refuse, déclarant calmement que la seule chose qu'il désire vraiment est l'amour de Cecilia. Sylvia est stupéfaite, Cecilia rougit, mais l'empereur éclate de rire, disant que c'est la seule chose pour laquelle il ne peut absolument pas aider. Plus tard, de retour au manoir, Yuki se met à genoux, le front pressé contre le sol, implorant le pardon de Cecilia. Elle le réprimande, disant que la chambre royale est le dernier endroit où l'on devrait crier des déclarations d'amour. Il supplie à nouveau, jurant qu'il ne voulait pas causer de problème et lui demandant de ne pas rester fâché. Pendant ce temps, sa mère, qui observait discrètement, ricane devant le drame du jeune amour et intervient pour mettre son grain de sel. Avec un sourire malicieux, elle déclare que puisque Yuki a fait des bêtises, il doit en assumer les conséquences. Il est banni de voir Cecilia pendant un mois entier. Yuki est stupéfait, complètement prise au dépourvu, tandis que Cecilia elle-même semble tout aussi désemparée. Elle ne veut pas non plus être séparée de lui et trouve la punition un peu excessive. Sa mère rit de nouveau et dit « D'accord, on va faire un compromis 2 semaines plus tôt ». Puis elle appelle Bonheur qui entre, attrape Yuki par le col sans hésitation et commence à le traîner hors de la pièce. Alors qu'ils descendent dans le couloir, elle s'arrête à mi-chemin et dit à son ancien capitaine de regarder dehors. Yuki se tourne vers la fenêtre et aperçoit Sik assis seul sur un banc, l'air carrément misérable. Bonheur explique que depuis l'attaque du village, Sik n'a même plus joué avec elle, il boude et reste dans son coin. Yuki comprend immédiatement ce qui se passe. Sik est rongé par la culpabilité, se reprochant de ne pas avoir protégé Teal et la gargouille pendant l'embuscade de Miller. Bonheur poursuit ensuite sa tâche et traîne Yuki jusqu'à sa chambre à la taverne, où il trouve Teal en train de discuter avec la gargouille. Le démon rappelle calmement à Teal de prendre soin d'elle, et même Bonheur suggère qu'elle retourne au manoir. Teal accepte et les deux s'en vont, laissant Yuki et la gargouille seuls. Yuki le met au courant de tout ce qui s'est passé au palais, mais le démon se contente de hausser les épaules, disant qu'il ne peut vraiment rien faire. La seule option est d'attendre. Yuki n'est pas satisfait de cette réponse, alors il part trouver Kraman, lui demandant de le charger d'autant de missions que possible, car il veut vraiment gagner sa place aux côtés de Cecilia. Le temps passe. Pendant les 2 semaines suivantes, Yuki enchaîne quête après quête, déterminé à devenir plus fort et à faire ses preuves. Finalement, le 15e jour, il revient avec un sourire aux lèvres, ravi de pouvoir enfin revoir Cecilia. Mais avant qu'il ne puisse aller loin, la gargouille l'arrête. Il dit qu'ils doivent parler. Confus, Yuki se tourne vers lui seulement pour regarder sous le choc la gargouille reprendre sa véritable forme démoniaque.
Et juste comme ça, Yuki réalise que quelque chose ne va pas. Le démon se désagrège, son corps se fissure et s'estompe car les dégâts de l'attaque de Miller étaient bien pires qu'il ne l'avait cru. Yuki exige de savoir pourquoi diable il n'a rien dit plus tôt, mais le démon répond calmement que cela n'aurait rien changé. Rien ne peut arrêter ce qui lui arrive. Il estime qu'il lui reste peut-être quelques jours avant de s'effondrer complètement et exhorte Yuki à promettre qu'il s'occupera de Teal. Il avertit qu'elle est toujours gravement malade et pourrait s'effondrer à tout moment. Cela stupéfie Yuki, d'autant plus que Sik lui a donné l'une de ses concoctions spéciales et ses potions sont généralement miraculeuses. Mais le démon explique qu'il veille sur elle depuis qu'elle est enfant et depuis quelques semaines, quelque chose ne va vraiment pas. Il dit qu'une fois qu'il sera parti, elle sera complètement seule et ne survivra pas. Yuki lui donne sa parole qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Le démon esquisse un doux sourire, soulagé de savoir que la jeune fille sera en sécurité. Mais Yuki ajoute rapidement qu'il ne devrait pas se détendre tout de suite, car il va trouver un moyen de le maintenir en vie aussi. Le démon balaie ça d'un revers de main, disant que rien ne peut réparer ce qui lui arrive, mais Yuki plaisante en disant qu'il fait toujours un excellent meuble vivant, alors il n'abandonne pas encore. Sans perdre de temps, il se précipite et trouve Duke pour tout lui expliquer. Et comme Duke est lui-même un démon, il reconnaît immédiatement le problème et dit à Yuki que la solution est simple. Donner de la magicite à la gargouille et cela devrait le stabiliser complètement. Mais avant que Duke ne puisse lui expliquer le reste du processus, Yuki s'enfuit en criant merci sans même savoir où diable il est censé trouver cette magicite. Mais avant qu'il ne puisse commencer à chercher, il voit Cecilia courir vers lui, le visage paniqué, elle lui attrape le bras et le presse de venir maintenant car l'état de Teal a empiré. Il se précipite vers le manoir où il trouve Sik s'affairant à mélanger d'autres potions. Il lève les yeux et dit à Yuki que les choses dégénèrent pas rapidement et malgré tout ce qu'il a essayé, sa fièvre ne veut pas tomber. Il fait tout ce qu'il peut pour lui faire gagner du temps, mais s'il n'agit pas vite, il sera trop tard. Il demande à Yuki de rassembler les herbes rares dont il a besoin pour une préparation plus puissante. Yuki se fige car il n'a aucune idée par où commencer à chercher, alors Cecilia intervient rapidement et dit qu'elle l'accompagnera. Tous deux se précipitent à la guilde des marchands espérant trouver les herbes et la magicite, mais ils sont en rupture de stock. Le marchand explique qu'en raison d'une pénurie de béliers, les gens ont commencé à utiliser la magicite comme alternative. Le cœur de Yuki se serre car sans l'herbe crépusculaire et la magicita, il fait face à la réelle possibilité de perdre Teal et la gargouille. Juste à ce moment, Cramon apparaît et demande à Yuki s'il est prêt à accepter une quête. Yuki dit qu'il n'est pas d'humeur en ce moment, mais Cramon le coupe et lui dit d'écouter avant de dire non. Il explique que la mission est de déloger un monstre qui a pris possession d'une grotte de magicite. Puisque l'endroit est inondé d'énergie magique, il y a de fortes chances qu'ils y trouvent aussi de l'herbe crépusculaire. Yuki se réjouit de la nouvelle et à son grand soulagement, Cramon dit qu'il les accompagnera. Même Sophia se porte volontaire pour rejoindre l'équipe car elle ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'une de ses servantes se bat pour sa vie. Et à la tombée de la nuit, ils atteignent un village voisin. Cramon dit qu'ils y passeront la nuit et se dirigeront vers la grotte au lever du soleil. Yuki est impatient de partir tout de suite, mais Cramon lui dit de se calmer car s'aventurer en territoire monstrueux la nuit, c'est juste chercher les ennuis. Il ajoute que la créature qu'il chasse n'est pas une bête ordinaire, c'est un mangeur de roches muté devenu fou après s'être gavé de magicite. Donc la magie normale ne lui fera plus aucun effet. Et pour couronner le tout, le client derrière cette requête veut que la chose soit capturée vivante, alors ils devront faire preuve de créativité. Au matin, il s'équipe et se dirige vers la grotte dès l'aube. Peu après, il se retrouve face à face avec le monstre qui croque des cristaux de magicite comme s'il s'agissait de cookies aux pépites de chocolat. Dès qu'il les aperçoit, il lance un barrage de rochers. Yuki plonge et tire Cecilia hors de danger juste à temps, tandis que Sophia fracasse un rocher arrivant avec un coup de pied brutal. Cramon dévie ceux qui le visent en utilisant une sorte de technique magique étrange. Yuki lance un sort offensif mais il rebondit. La chose ne bronche même pas. Cramon l'avertit de se calmer puisqu'ils sont censés le ramener vivant. Alors il lance un sort de verrouillage terrestre, piégeant le monstre sur place et Cecilia enchaîne en invoquant des chaînes divines pour le lier. Mais la bête déchire les entraves comme du papier mouillé et fracasse le sol pour se libérer à nouveau. Réfléchissant vite, Cramon suggère une stratégie audacieuse, détruire le monstre de l'intérieur. Son idée est d'utiliser sa magie des ombres pour protéger Sophia, la laissant se glisser par la gueule de la bête et la neutraliser de l'intérieur. Cecilia est clairement inquiète mais Sophia la rassure en disant que c'est exactement le genre de combat brutal au corps à corps pour lequel elle est née. Yuki décide de passer aux choses sérieuses et crée une cage de givre autour du monstre, suivie par les chaînes divines de Cecilia. Sophia est immédiatement recouverte par la magie des ombres et saute dans la gueule du monstre disparaissant à l'intérieur. Le monstre réalise que quelque chose ne va pas et fait de son mieux pour se libérer des liens, mais Yuki et Cecilia continuent de relancer leur capacité pour maintenir le monstre en place. Le monstre a cependant une dernière carte dans sa manche.
Il crée un tas de petits démons de roche, eux aussi insensibles aux dégâts magiques. Réalisant cela, Yuki commence à tabasser les monstres, les détruisant un par un, tandis que Cecilia lutte pour retenir le géant mangeur de roches. Bientôt, elle faiblit et est poussée au sol. Alors que le monstre la domine menaçant, mais avant qu'il ne puisse l'achever, le monstre tombe au sol et Sophia émerge de l'intérieur, ayant réussi à détruire la bête de l'intérieur. Cramon la serre immédiatement dans ses bras et dit à Cecilia et Yuki d'aller chercher l'herbe crépusculaire. Ils courent immédiatement plus profondément dans la grotte et trouvent l'herbe crépusculaire. Mais une fois que Yuki parle de rentrer, Cramon leur dit de passer la nuit là, car un voyage nocturne peut être très dangereux. Yuki s'inquiète cependant pour Teal et décide de s'éclipser dans la nuit. Mais Cecilia savait qu'il ferait quelque chose comme ça puisqu'il peut voler. Alors elle lui tend les herbes, après quoi Yuki fait repousser ses cornes et ses ailes avant de s'envoler pour se précipiter vers Teal et la gargouille. Il refile les herbes à Sik et fonce dans sa chambre, enfonçant sans ménagement le cristal de Magikit dans le gosier de la gargouille. Aussitôt, le bras du démon repousse et une vague d'énergie le submerge avant qu'il ne quitte la pièce pour foncer droit sur Teal. Il entre dans sa chambre et la trouve plongée dans un sommeil profond, mais ce grand Nigo la réveille juste pour lui annoncer qu'elle est tirée d'affaire. Complètement épuisé, Yuki s'envole jusqu'à l'autre village pour s'assurer que personne ne découvre sa véritable identité, s'épuisant au passage, mais il est récompensé en pouvant enfin se blottir dans les cuisses douillettes et accueillantes de Cecilia. Merci d'avoir regardé. Si ce récapitulatif vous a plu et que vous trépignez d'impatience pour le prochain épisode, n'oubliez surtout pas de nous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la fameuse cloche de notification pour ne rater aucune de nos récaps quotidiennes.